20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet. Hamas, Juan José Dorado, dans cette tragédie que représente la captivité des otages par le Hamas, on peut vraiment dire aujourd'hui qu'Israël n'avait pas besoin de ça en plus? N'avait pas besoin de ça, et c'est déjà le 22e otage qu'on retrouve mort. C'est vrai que le fait que ce soit la propre armée israélienne qui est tirée sur ces otages fait encore plus dramatique la réalité. Mais la réalité, c'est qu'il reste encore 129 otages qui sont prisonniers à Gaza du Hamas. La réalité, c'est que l'armée israélienne, depuis qu'elle a commencé ses mouvements et qu'elle est entrée à Gaza, même si elle a rassé pratiquement la ville de Gaza, n'arrive pas de toute façon effectivement à terminer avec le Hamas. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il va falloir écouter aussi les voix de ceux qu'à l'extérieur, la communauté internationale de plus en plus demande à Israël d'essayer d'arrêter cet avancement et d'essayer de trouver des solutions de paix. Pas uniquement qu'à Israël. Le Hamas, ça reste un groupe terroriste, mais il va falloir aussi que le Hamas fasse de son côté quelque chose et qu'effectivement, il puisse se retrouver autour d'une table, parce que pour l'instant, tout ce qu'on fait, jour après jour, c'est rajouter des morts aux morts. Je vous donne la parole après, Brigitte Hadès, Juan José Dorado, qui voulait revenir, je crois. Je suis tout d'accord avec vous, mais sauf qu'on oublie que Benjamin Netanyahou était déjà affaibli avant le 7 octobre. Qu'il est affaibli parce qu'il a des démêlés judiciaires. Il était affaibli par la réforme de la justice. Avec des manifestations de centaines de milliers de personnes. Il est affaibli, et ça, parfois on fait comme si ça n'existe pas. Qu'il a de ministres d'extrême droite dans son propre gouvernement. Donc ça, c'est une réalité. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'Iran est le grand responsable, parce que c'est lui qui soutient le Hamas. Mais ça a été aussi le cas du Qatar, qui a subventionné le Hamas. C'est aussi, et je suis d'accord avec vous, quand vous dites qu'effectivement, il y a l'argent qui est arrivé avec la connaissance d'Israël et qui n'a rien fait, le cas de Netanyahou. Mais aujourd'hui, le problème est que le germe de l'extrême droite est aussi à l'intérieur du gouvernement de Netanyahou. Et donc, cette confrontation est létale. Je ne suis pas sûr que si le de Netanyahou était au pouvoir, avait été les travaillistes, les laboristes, ça aurait été différemment. Si ça avait été un Pérez, ça aurait été certainement différent. La réalité, c'est que le gouvernement de Netanyahou est aussi très faible par rapport à ce qu'il aurait pu être avant le 7 octobre. Juan José Dorado, ce serait un énorme revers pour le gouvernement, pour Emmanuel Macron, pour Gérald Darmanin, qui a déjà subi un camouflet si cette loi venait à être totalement rejetée. Tout à fait, ça serait un énorme revers, mais c'est paradoxal, parce que la France, quand on parle de diplomatie, elle trouve toujours des accords, mais quand il s'agit des politiques intérieures, elle est incapable de trouver un compromis avec qui que ce soit à l'intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ce qui est réel, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, le gouvernement a utilisé 21 fois le 49.3. J'ai vraiment mal quand j'entends des ministres nous dire que le Parlement n'a pas eu la possibilité de débattre sur l'immigration, quand effectivement ils l'ont empêché à 21 reprises. Mais ce qui m'est fait le plus mal, si vous voulez, par rapport à la France, c'est justement que l'immigration, on a fait un sujet majeur, et quand vous regardez les chiffres de l'OCDE, la part des immigrés dans la population française est sous la moyenne des pays OCDE. Le nombre d'immigrés arrivés en France en 2022, la France n'arrive qu'en 5e position derrière l'Espagne, l'Italie, etc., etc. Donc en fait, on a fait un gros sujet comme si l'immigration était le mal absolu en France, et ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que ce qui a été proposé par la droite au Sénat me paraît dangereux. Mais cela dit, la commission mixte paritaire va trouver un accord. Tout le monde va mettre de l'eau dans son vin. Par contre, est-ce que l'aile gauche de la majorité va voter ce qui va être décidé par la commission mixte paritaire? Ça reste encore à voir. Et ce phénomène existe depuis des années, ce phénomène dont vous parliez. Effectivement, tout le monde appelle à une solution européenne, mais finalement, on multiplie les lois nationales. Juan José Dorado, peut-être un mot de l'Espagne, qui a adopté aussi l'an dernier une loi sur l'immigration, peut-être plus pour faire face finalement à un manque de main-d'œuvre que dans une vraie position en faveur des droits de l'homme. Je vous dirais qu'en vous écoutant, l'Espagne, c'est pratiquement un paradis pour les immigrés à ce moment-là.
moment-là. Parce qu'effectivement, l'Espagne, par exemple, a adopté une loi qui permet la régularisation des immigrés dans des secteurs en tension, ou bien pour tous ceux qui, étant en Espagne depuis un certain nombre d'années, souhaitent aller travailler à l'intérieur du pays, dans les zones rurales, où il manque de la main-d'œuvre, où il manque des gens pour faire revivre. Donc l'Espagne a proposé des lois comme ça. C'est vrai qu'il y a aussi des lois restrictives, mais il y a eu des accords via l'Union européenne avec notamment le Maroc, puisqu'on sait que c'est via le Maroc essentiellement que les immigrés subsahariens rentrent en Espagne. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, par exemple, l'Espagne a reçu plusieurs milliers des jeunes Africains qui sont arrivés aux îles Canaries. L'Espagne, pour l'instant, essaie de les dispatcher, mais c'est vrai que notre politique migratoire n'est pas aussi restrictive qu'elle l'a été en Inde, qu'elle l'est en Angleterre, voire en Italie, qu'effectivement, quand on reçoit 153 000 migrants sur un an, il faut savoir gérer ça, et nos pays n'ont pas vraiment les moyens de pouvoir les gérer tout seuls. Juan José Dorado. Alors moi, j'ai deux premières réflexions. La première, c'est qu'effectivement, les déclarations de la ministre, et pas que de la ministre, portent quand même atteinte à ce sacro-saint non de la liberté, de l'innocence, de la présomption d'innocence. Elle dit en même temps qu'elle ne se mêle pas des procès éventuels qui pourraient avoir lieu. La dialectique, c'est très bien. Voilà. Mais la réalité, c'est que c'est comme ça. Et donc, ça, j'ai un peu du mal avec ça. La deuxième chose, c'est que la ministre, avant d'être ministre, était la conseillère culture à l'Élysée. Elle était au courant. Elle a entendu, qu'elle ne vient pas nous dire qu'elle n'était pas au courant. La première plainte pour viol, la mise en examen pour viol contre Depardieu date de 2020. On est à 2024 pratiquement. C'est vrai qu'il y a eu complément d'enquête. Vous voulez dire, Juan José, qu'on aurait pu finalement lui enlever sa Légion d'honneur? On aurait pu lui enlever largement il y a 3 ans et on ne l'a pas fait. C'est vrai que les propos ignobles qu'il a tenus... Au nom peut-être de la présomption d'innocence et que ces propos en quelque chose... Mais ces propos n'apportent rien après une mise en examen et au fait qu'il y ait une nouvelle plainte d'agression sexuelle. La dernière chose, c'est qu'on ne peut pas séparer l'homme de l'artiste. Quand je regarde un film aujourd'hui de Depardieu, je ne le regarde pas avec les mêmes yeux. Parce que là, il y a une histoire. Quand tu vois Depardieu dans certains films, tu te poses la question. Quand vous lisez des romans de Patrick Poivre d'abord, permettez-moi de le citer, et vous connaissez ce qui s'est passé après, vous vous dites non. Il y a des choses, on ne peut pas séparer. L'homme et l'artiste est la même chose, le journaliste, l'artiste et l'homme est la même chose. Donc non, je pense que la ministre a raison de se poser la question, mais en même temps, venant d'elle qui est depuis longtemps dans le monde de la culture, elle connaissait déjà, elle aurait pu prendre cette décision beaucoup plus tôt d'aller recourir à la Légion d'honneur et se poser la question. Juan José Dorado, est-ce qu'il vous inquiète, Elon Musk ? Je crois qu'il doit nous inquiéter tous. Sa présence peut ou pas être surprenante. Je suis plus surpris de la présence de Rishi Sunak là-bas. Je ne vois pas Emmanuel Macron allant à ce type de concentration ou de fête. Mais tu le vois recevoir Elon Musk. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord sur le fait que c'est un rassemblement. La meilleure définition que quelqu'un a trouvée pour ce rassemblement, c'est mon fils qui a 16 ans et qui m'a dit en fait c'est la fête des Lumas quoi. Et donc c'est ça, c'est la fête des Lumas, version italienne, plutôt des droites. Version conservatrice. Mais plutôt des droites que des gauches. Mais c'est ça. On a de la musique, on a des conférences, on a des gens qui viennent nous parler, donc c'est la fête des Lumas. Mais au-delà de ça, je ne suis pas étonné qu'il soit là, d'abord parce qu'il est à la tête des entreprises mondiales. On a été peut-être étonné la première fois quand il a mis à disposition de l'Ukraine ses satellites et qu'il, du jour au lendemain, nous a présenté un plan de paix entre la Russie. Donc derrière qu'il soit là, ça ne m'étonne pas, parce qu'il a dévissé, surtout aujourd'hui, partout dans le monde avec ses entreprises. Mais d'un autre côté, effectivement, c'est un rassemblement qui reste un rassemblement, on peut l'appeler des gens conservateurs. Mélanie, quand elle l'a créé en 98, c'était plutôt des jeunes d'extrême droite. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de plus important parce qu'elle est au gouvernement. Cela dit, il faut faire attention. Le leader de l'extrême droite espagnole, Santiago Abascal, qui est au Parlement espagnol, lui, il est aussi invité, il est présent ce week-end du côté de l'Italie pour assister à cette fête.